Bonsoir à tous et bienvenue à cette webconf proposée par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne à ses clients sociétaires. Le thème de ce soir, bouger pour votre santé, va nous permettre d'accueillir deux invités prestigieux, Lisa Riscastre et Jérémy Chardy. Et nous accueillerons également Nicolas Guillet, directeur de l'association Côte Basque Sport Santé, Romain Volmer, coach sportif et Clément Salot, nutritionniste. Tous nos invités sont à distance, comme vous, mais vous pourrez leur poser des questions au numéro de téléphone qui s'affichera régulièrement pendant notre émission. Mais je vous le rappelle, c'est le 06 44 63 07 14. Nos invités, comme vous, sont à distance, disais-je, mais vous le savez bien, la distance n'empêche pas la proximité. N'est-ce pas, Thomas Guyonnet? C'est notre premier invité. Thomas Guyonnet, vous êtes directeur commercial du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Je le disais dans mon introduction, cette webconf s'adresse aux sociétaires du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. C'est quoi être sociétaire du Crédit Agricole? Bien, bonsoir à tous, merci Véronique. Vraiment ravi de participer avec vous à ce moment d'échange et de partage. Donc bienvenue aussi donc, à tous nos sociétaires qui sont connectés et je m'associe aussi à la bienvenue que tu as souhaité à nos invités parmi certains fabuleux représentants de notre territoire. Alors pour répondre à la question qu'est-ce qu'être sociétaire aujourd'hui à Pyrénées-Gascogne, c'est déjà faire partie d'une communauté de plus de 400 000 personnes qui participent à la vie et à la transformation d'une banque régionale, coopérative et mutualiste. Alors, quelques termes peut-être un peu techniques, mais en fait, c'est bien ce qu'on est à Pyrénées-Gascogne. Une banque régionale, mutualiste, une banque de plein exercice qui rayonne sur 3 départements, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers. Et cette dimension d'ailleurs territoriale, locale, est parfaitement essentielle pour nous. On a souvent l'habitude de dire à Pyrénées-Gascogne que notre destin est intimement lié à celui de notre territoire. Et lorsqu'on est le premier financeur de l'économie locale, parce que nous sommes à Pyrénées-Gascogne sur tous nos marchés, les particuliers, les professionnels, les agriculteurs, les grandes entreprises, c'est très responsabilisant pour nous. Donc nos clients, en devenant sociétaires, quelque part choisissent d'adhérer à ces valeurs de responsabilité, de proximité et de solidarité. Sur la proximité, si je devais illustrer un petit peu, sociétaire à Pyrénées-Gascogne, c'est choisir de soutenir un modèle de banque qui investit certes dans la digitalisation, mais aussi surtout qui investit dans l'humain. Un modèle de banque qui croit encore pleinement à la place d'une agence bancaire, en zone urbaine d'ailleurs comme en zone rurale. C'est aussi soutenir un modèle de banque qui soutient les initiatives locales. Lorsque une caisse régionale comme Pyrénées-Gascogne alloue plus de 2 millions d'euros chaque année au soutien du monde associatif, on doit être parmi les premiers, on va dire, partenaires privés à assurer de tels niveaux de subvention, ou du moins de partenariat. Et donc, être sociétaire, c'est aussi en fait participer à ce que nous avons baptisé les rencontres sociétaires, donc nos assemblées générales de caisses locales, au cours desquelles on peut voter et s'exprimer sur la stratégie et les actions de la caisse régionale. Je crois d'ailleurs que Pyrénées-Gascogne est l'une des caisses régionales qui compte le plus de clients sociétaires. Oui, alors je vais en effet, merci Véronique de le rappeler, on va se permettre un petit cocorico puisqu'on est l'organisateur Ce soir, on a le droit. de cette webconf, et quand je vois les invités qui vont suivre, on va se le permettre en toute humilité. En effet, dans le monde des caisses régionales de Crédit Agricole qui couvrent le territoire français, il y en a 39. Pyrénées-Gascogne est justement la caisse régionale qui compte le plus grand nombre de clients sociétaires. Lorsqu'on fait le rapport entre le nombre de clients sociétaires sur la base de l'ensemble de nos clients, c'est plus de 80% de nos clients aujourd'hui qui sont sociétaires. C'est le fruit d'une histoire longue pour Pyrénées-Gascogne, mais qui a, depuis maintenant des décennies, et plus que des décennies, mis le client sociétaire au centre de ses actions et de ses grands principes. Ça témoigne aussi sans doute des liens forts qui unissent Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne à son territoire. C'est exactement, et quand tout à l'heure je disais que être le premier financeur de l'économie locale, c'est engageant, c'est bien ça, c'est-à-dire que compter 400 000 clients sociétaires, c'est à peu près 40% de la population de ces 3 départements, qui comptent à peu près 1 million d'habitants. Donc, notre destin est intimement lié à celui du développement de notre territoire. Et si je me permets un parallèle avec le contexte que nous traversons aujourd'hui, c'est particulièrement engageant pour nous, premiers financeurs. Donc oui, lors du premier confinement et aujourd'hui encore, on se doit d'être le banquier qui va accompagner l'ensemble de nos clients particuliers, mais aussi entrepreneurs, commerçants,
parce qu'on le doit et que du coup, il en va de l'avenir, je dirais, économique de notre territoire et on est là pour ça. Mhm. Thomas, que vous inspire le thème choisi ce soir pour cette webconf dans le cadre des Semaines du Sociétariat, Bouger pour votre santé? Je m'adresse aux grands sportifs que vous êtes ou que vous fûtes. Oui, oui, on va plutôt parler à l'imparfait. Parce que ça m'inspire déjà de. C'est bien Pyrénées Gascogne que de choisir un thème aussi audacieux, bon, stimulant, hein, En plein mais confinement. audacieux autour du bouger pour votre santé dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Alors, audacieux parce que bouger, quand on voit les contraintes imposées à juste titre par le confinement et son protocole sanitaire, on va se dire, bon, mais on aurait pu choisir quelque chose de plus fragile, de plus facile peut-être, mais c'est aussi engageant de dire on doit pouvoir conserver des dynamiques, même physiques, aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît. Et on peut le faire, même si c'est qu'1 kilomètre autour de son domicile. On peut néanmoins prendre soin de sa santé en pratiquant à domicile un certain nombre d'activités. C'est exactement d'ailleurs ce que nous avons tenu à partager autour des animations ludiques et dynamiques qu'on a pu, notamment au travers de vidéos qu'on a pu proposer à l'ensemble de nos sociétaires. Merci Thomas, restez en ligne et n'hésitez pas vous aussi à poser des questions à nos invités de tout à l'heure. D'ailleurs, je vais me tourner vers Lise Haricastre qui doit nous entendre et qui est en direct de Marcoussis. Lise, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Super, bienvenue Lise. Merci en tout cas de votre participation à cette webconf. Donc je le disais, vous êtes à Marcoussis avec pendant l'entraînement avec l'équipe de France de rugby le 15. Ça y est, vous n'êtes plus positif, vous avez été obligé de vous confiner quelques jours parce qu'il y a eu un petit cluster dans l'équipe. Tout va bien? La santé va mieux? Je vous entends plus, ça a bugué. Oui, excusez-moi parce que ça a coupé. Tout va mieux, oui, ça va mieux. Bon, il faut encore récupérer un petit peu. Ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui, parce que moi, c'est toute l'image qui a bloqué. Ça va mieux, malheureusement. Donc, j'ai été positive il y a 3 semaines. Et bon, avec quelques symptômes, mais je ne peux pas me plaindre vu mon état actuel. Et voilà, on revient progressivement, mais c'est vrai que ça a quand même impacté pas mal ma forme physique. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure après nos questions. Lise, comment vous est venu le goût pour le sport et pour le rugby plus particulièrement ? Pour le sport, j'ai pas forcément fait de sport quand j'étais toute petite. Étant en campagne, on est souvent dehors, donc c'est inné en fait. On est toujours dehors. On a perdu Lise, on va la retrouver. On va trouver une autre question. Est-ce que peut-être Jérémy nous entend ? Est-ce que Jérémy Chardy oui. En direct ? Bonsoir Jérémy qui est en direct de Cannes. Notre Béarnais, joueur de tennis bien connu. Je posais la question à Lise Haricastre précédemment, on l'a perdu, on la retrouvera tout à l'heure. Comment lui était venu le goût pour le sport ? Eh bien, j'avais envie de vous poser la même question. À vous, comment vous êtes devenu le sport ? Comment il est entré dans la famille Chardy, et notamment auprès de Jérémy Chardy, et le tennis plus particulièrement ? En fait, ma famille, c'est des amoureux du sport, donc tout le monde fait du sport à la maison. J'ai commencé par le foot et le tennis, mais aussi plein d'autres sports. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'entraîner de plus en plus et j'ai bien joué, donc j'ai continué dans le tennis. Vous avez été repéré, vos facultés pour le tennis ont fait la différence avec le foot. Pas de regret ? Quand j'étais petit, je préférais jouer au foot parce que je jouais avec mes copains, donc je m'amusais. Au tennis, c'était plus difficile, il fallait apprendre la technique. Les premières années, c'était un peu plus difficile, mais maintenant, non, aucun regret. Et puis la carrière que j'ai fait, je pense que j'ai fait le bon choix. Et à juste titre. Depuis plusieurs années, maintenant, vous jouez au plus haut niveau. Hein. Je rappelle, vous avez été 25e joueur mondial. Comment s'organise le programme sportif d'un joueur de haut niveau comme vous pour rester au top ? D'ailleurs, je précise que vous êtes actuellement en train de vous entraîner à Cannes parce que bien que vivant à Londres, c'était plus difficile de s'entraîner dans Londres confiné. Donc, vous êtes venu vous installer à Cannes pour vous entraîner ? Oui, pendant le confinement, je n'avais pas le droit de m'entraîner en Angleterre. En France, j'ai la chance d'avoir le statut de sportif de haut niveau qui me permet de m'entraîner. Donc, c'est pour ça que je suis venu dans le sud de la France. Et puis, après, je pense que dans le sport, comme dans tous les métiers, il n'y a pas de secret. Il faut travailler très dur, s'entraîner beaucoup. C'est la seule clé pour réussir.
Alors, le thème de cette soirée, c'est bouger pour votre santé. Quels sont les problèmes physiques? Parce que quand on est sportif de haut niveau et qu'on pratique donc le sport longtemps, souvent, de très longs entraînements, quels problèmes physiques peuvent guetter un sportif de haut niveau comme vous? À quoi faut-il faire attention? Est-ce qu'il y a justement une limite à ne pas dépasser pour ne pas en faire trop? Au début, quand j'étais plus jeune, j'avais de la chance, j'avais mal nulle part. En vieillissant, je commence à avoir des douleurs. Non, je pense que dans le sport, surtout dans le tennis, les blessures les plus régulières, c'est des inflammations, des tendinites qui arrivent. Il y a aussi des déchirures aux abdos. Il peut y avoir plein de sortes de blessures. Après, je pense que il faut s'entraîner dur pour que le corps soit résistant. Sur la fin de la carrière, beaucoup de joueurs ont des problèmes d'arthrose dans le tennis parce que c'est un sport où il y a beaucoup de déséquilibre. Donc, que ce soit les genoux, les chevilles, les hanches, c'est les plus gros problèmes dans nos sports. Le dos aussi, ça je connais bien parce que le matin quand je me réveille, je sais que j'ai fait plusieurs années sur le circuit. Mais voilà, ça fait partie du jeu, mais il faut essayer de faire beaucoup de travail pour renforcer le corps et puis essayer de ne pas se blesser. Et voilà. Et justement, ça passe par quel autre sport que le tennis pour favoriser le développement de certaines parties du corps? Est-ce que vous nagez? Est-ce que vous courez? Quels autres sports pratiquez-vous? Malheureusement, je ne pratique pas d'autres sports à part le tennis, même si parfois j'aimerais, mais mes entraîneurs sont pas trop d'accord. Après, pour mon entraînement, je fais de la muscu, je fais du vélo, de la course à pied. Et après, c'est des heures de travail sur le court. Malheureusement, je fais pas d'autres sports. Le foot, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors justement, vous parliez de votre âge, et je ne vais pas le rappeler parce que vous êtes encore très jeune, mais dans le sport, on sait que l'âge n'est pas, on compte pas de la même façon dans le sport quand on avance en année. Est-ce que le jour où vous déciderez de raccrocher, de prendre ce qu'il est convenu d'appeler votre retraite, est-ce que vous pensez que vous continuerez, vous poursuivrez la pratique du sport? Peut-être pas au niveau qui est le vôtre aujourd'hui, bien sûr, mais est-ce qu'on peut imaginer que vous cessiez d'un jour à l'autre? Non, ça c'est impossible. Le sport, ça fait partie de ma vie. Je pense que quand on fait du sport, on se sent beaucoup mieux dans notre corps, on se sent mieux dans notre tête aussi. Voilà, je pense que je ne jouerai pas au tennis parce que le tennis, c'était ma passion, c'est devenu mon métier. Donc, je pense que quand j'aurai fini ma carrière, je serai frustré de ne pas avoir les mêmes sensations. Donc, je ne suis pas sûr que je jouerai beaucoup au tennis, mais je ferai plein d'autres sports et je pense que je ferai plein de choses pour me tenir en forme physique et donc j'essaierai tout ce que j'ai pas pu essayer pendant ma carrière. Outre l'entraînement sportif, est-ce que vous bénéficiez d'une diététique particulière ou d'un accompagnement médical? Comment tout ça est appréhendé? On ne peut pas manger n'importe quoi quand on fait du sport comme vous. Non, je rigole parce que c'est toujours la bataille avec mon équipe parce que voilà, quand on est sportif de haut niveau, il faut faire attention, il faut bien manger. Voilà, je sais ce qu'il faut faire, mais c'est pas toujours facile de bien manger. J'essaye de manger des bons produits. Il faut manger des féculents, il faut manger des légumes, des fruits. Mais parfois, voilà, c'est pas toujours facile. On vient du sud-ouest, j'adore manger, j'aime bien me faire plaisir. Donc voilà, j'essaye de faire le mieux possible. Parfois, je fais des petits écarts. Mais par exemple, en ce moment, c'est ma préparation qui a commencé. Donc pendant ma préparation, par contre, je fais vraiment très attention et je mange, enfin, parfaitement, je vais dire, pour moi, parfaitement, même si mon entraîneur voudrait que je fasse un peu mieux, mais j'essaie quand même de faire attention. Bon, ça va, vous arrivez quand même à craquer, à vous faire plaisir à Bois-Bezin quand vous venez passer quelques jours à Bois-Bezin pour manger un peu de foie gras, ça vous arrive? Ouais, quand je viens dans le sud-ouest, par contre, je mets une pause sur la nutrition. Je me fais plaisir. Souvent, quand je rentre à la maison, c'est les vacances, c'est le moment où je profite de ma famille.
et de mes amis. Donc voilà, je pense pas à mon sport et je me fais plaisir. Jérémy, quelles sont vos prochaines échéances? Bon, alors c'est compliqué d'établir des calendriers et de penser que ces calendriers vont être tenus, mais normalement, si tout va bien, si tout réussit à rentrer dans l'ordre, quelles sont vos prochaines échéances? Normalement, je dois partir en Australie à la fin du mois de décembre pour jouer l'Open d'Australie fin janvier et 2 tournois avant l'Open d'Australie. Et puis après, le calendrier n'est pas encore vraiment défini cette année à cause du virus. Donc voilà, pour l'instant, je sais qu'on ira en Australie et puis après, on attend un peu les nouvelles pour voir Bien les sûr. tournois qui seront disponibles et voilà, on est obligé d'attendre comme tout le monde. Mais bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Jérémy. Restez avec nous, il y aura des questions tout à l'heure. Et on vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Est-ce qu'on a retrouvé Lisa Ricastre, peut-être? Est-ce qu'on peut la retrouver? On enchaîne toujours avec Nicolas Guillet, qui est le directeur de l'association Côte Basque Sport Santé, qui est en direct de Biarritz, lui. Nicolas, est-ce que vous nous entendez? Très bien, bonsoir. Oui, très bien. Je disais, l'association Côte Basque Sport Santé, elle existe depuis 10 ans. Comment est née l'idée et la création de cette association qui s'appelait au début Biarritz Sport Santé, si mes souvenirs sont bons, et qui est devenue, du fait de son développement, Côte Basque Sport Santé? Oui, et qui demain s'appellera peut-être Pays Basque Sport Santé, quoiqu'on travaille même dans le sud des Landes. Et peut-être même plus. Voilà. Elle est née il y a 10 ans, elle est présidée par le professeur Gérard Saillant, ça parle peut-être à certains de vos auditeurs, qui est un chirurgien orthopédiste très connu. Elle est née en fait d'un constat, c'était que les politiques publiques en matière de prévention santé par l'activité physique étaient un peu défaillantes. Ça fait des dizaines d'années qu'on a tous été confrontés à des campagnes sur le bien se nourrir, l'arrêt du tabac, sur la lutte contre la prévention routière, la lutte contre les accidents. Mais il y a 10 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous aviez probablement jamais entendu parler des 30 minutes d'activité physique par jour, des 10 000 pas. Il n'y avait pas toutes ces petites applis maintenant qui fourmillent sur nos smartphones pour nous dire qu'il faut bouger. C'était largement trop méconnu. Or, ça faisait des années que le professeur Saillant et d'autres professeurs de médecine s'impliquaient pour faire reconnaître cet outil thérapeutique qu'est le sport, qui est plus largement que le sport, l'activité physique, parce que là, vous avez invité ce soir des sportifs de haut niveau, mais l'activité physique, c'est d'abord bouger. Peut-être que certains de vos auditeurs, pendant le confinement, ils font pas de sport, ils se disent c'est pas pour moi, mais ils font du jardinage, ils bricolent, ils vont faire leur course à pied, ben, ils font de l'activité physique. L'objectif, c'est d'atteindre ces 30 minutes quotidiennes, et énormément de Français en sont loin encore, malheureusement, et c'est source de maladies chroniques, de problèmes de santé. Donc voilà, c'est une démarche d'intérêt général, d'utilité publique qu'on a souhaité monter. On était une des premières villes en France il y a 10 ans, à Biarritz, et maintenant la Côte Basque a monté ça. Et aujourd'hui, il y a bientôt une centaine de villes qui ont rejoint un grand réseau des villes sport santé. Quel est le profil des bénéficiaires de votre association? Combien sont-ils? Alors, vous le disiez au-delà, mais enfin, sur Côte Basque Sport Santé, combien sont-ils? Ils sont 1300, avec un petit ralentissement en 2020, évidemment, avec la pandémie, de 18 à 91 ans, quelque chose comme ça. Tous les profils sont concernés par l'activité physique. Les enfants, malheureusement, on n'a pas en capacité de proposer un programme pour les adolescents et les enfants, mais c'est une grosse problématique, l'obésité des jeunes. Les seniors aussi, avec la perte d'autonomie, c'est-à-dire qu'on a une espérance de vie et on s'en félicite de plus en plus âgés. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on a une espérance de vie en bonne santé qui, elle, augmente très peu. C'est-à-dire qu'on vit longtemps, mais qu'on finit un peu dépendant, perte d'autonomie, grabataire pour certains dans un EHPAD. C'est évidemment pas très engageant. Donc l'idée, c'est que l'activité physique, c'est un outil fabuleux pour maintenir son autonomie, pour continuer à se déplacer, pour éviter d'avoir des problèmes de santé qui touchent particulièrement les seniors. Mais ça concerne tous les Français. Il n'y a pas de profil type. Après, statistiquement, démographiquement, on sait que les femmes d'un certain âge font moins d'activité physique, mais elles se rattrapent aussi en fin de vie souvent. Enfin, ça s'équilibre. Mais c'est la problématique de tous les Français. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez avec insistance, Nicolas Guillet, mais bon, je vais enchaîner sur la prochaine question. Comment ça se passe concrètement? Parlant de votre association, souvent on dit le sport sur ordonnance. Donc c'est vraiment ça? C'est un médecin qui prescrit à monsieur ou madame tant de séances de ceci, tant de séances de cela, tel sport plutôt qu'un autre? Ou ça se fait évidemment ensuite en concertation avec votre association? Oui, alors le sport sur ordonnance, c'est un des plus gros dispositifs. Il est porté même maintenant au plus haut niveau de l'État, puisque
volonté avec la création des maisons sport santé du gouvernement de Macron, de mettre en avant vraiment cet outil. Donc aujourd'hui, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique au même titre qu'un traitement classique médicamenteux. C'est ce qu'on appelle un adjuvant, il vient en complément et il a vraiment une triple utilité, c'est qu'il permet de prévenir l'apparition de la maladie, ce qui est très intéressant. Il permet d'accompagner quand on a déclaré une maladie, prenons un cancer et qu'on est suivi en chimiothérapie, il permet de limiter en fait les effets négatifs du traitement, de traitement lourd, et il permet d'éviter une rechute. Donc vraiment dans toute la vie du malade, si vous voulez, c'est un effet très positif. Donc de plus en plus de médecins s'y sont mis, un peu timidement, honnêtement, pas parce qu'ils n'y croient pas, parce que ça fait des années et même des siècles, on peut le dire, que les études ont démontré que c'est bénéfique. Seulement, ils n'ont pas l'habitude, malgré leurs longues études, ils n'ont pas le réflexe de la prescription de l'activité physique, ils ne se sentent pas tout à fait légitimes. Il y a plein de médecins qui ne sont pas forcément sportifs et ils se disent mais pourquoi prescrire plus du pilates, de la marche nordique, du surf? Nous, on propose près de 80 activités, donc ils ne se sentent pas légitimes pour le faire. C'est pour ça que notre association, elle vient en coordination. Nous, une fois qu'on a la prescription, on accueille les bénéficiaires, on les oriente et on fait tout ce travail de suivi pour s'assurer qu'ils continuent l'activité. Et justement, vous le disiez, donc il y a tout un comité qui travaille sur le suivi de ces malades. Aujourd'hui, votre association a 10 ans de vie. Avec le recul, quel constat faites-vous sur les bienfaits apportés par des bénéficiaires de l'association, des patients de ces médecins, sur la pratique de ces activités ? C'est très encourageant. D'ailleurs, pour tout vous dire, il y a 5 ans, quand le dispositif de sport sur ordonnance a été lancé, c'était une expérimentation qui avait vocation à vivre 6 mois. Si elle n'avait pas fait ses preuves, on aurait arrêté. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Il y a beaucoup de villes qui nous ont emboîté le pas. Ce n'est pas financé par la sécurité sociale encore, quoique il y a des perspectives intéressantes, là, notamment avec le Covid, une reconnaissance de ces outils thérapeutiques qui est en train d'être mis en place. Mais les résultats sont excellents. Pour vous donner un chiffre, il y a 8 bénéficiaires sur 10 qui continuent l'activité physique. Alors, on parle de gens qui, pour certains, n'ont pas mis une paire de baskets depuis 30 ans. Des femmes, des hommes d'une cinquantaine d'années. La dernière fois, quand on leur demande la dernière fois que vous avez fait du sport, c'était quand ? C'était au collège, c'était au lycée pour certains. Donc, c'est des gens qui ont un rejet absolument de toutes ces types d'activités. Ils se disent, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Arriver à leur faire acheter une paire de baskets, prendre des bâtons de marche nordique et à marcher 30 minutes par jour, c'est vraiment une victoire. Et les médecins, ils sont évidemment hyper satisfaits. Ils voient des patients qui sont contents. Alors, on parle du physique beaucoup, mais il y a l'apport de… Psychologique, bien sûr. Psychologique, évidemment. Tous les sportifs peuvent en parler. C'est l'activité physique qui s'ajoute sur tous les plans. Et il y a aussi l'apport du social, puisque c'est aussi une source de lien social. Donc, c'est des gens qui ont retrouvé vraiment un équilibre au quotidien grâce à cette prescription et les médecins sont emballés. Et en plus, ça coûte quasiment rien. Parlez-nous de la plateforme Apetera, qui est l'une des actualités de l'association Côte Basque Sport Santé, pour laquelle, je précise, la Fondation Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne vous a remis un chèque de 8 000 €. Quelle est donc cette plateforme ? Quels seront ses objectifs ? Oui, on remercie d'ailleurs la Fondation de ce partenariat. L'objectif, en fait, c'était le plus difficile. On est 3 salariés à suivre ces 1250 patients bénéficiaires. Il y en a de plus en plus qui rentrent, certains qui sortent aussi en fin de programme, mais c'est un travail très lourd. Et c'est la clé, c'est ce suivi. C'est-à-dire quand quelqu'un décroche, va plus à ses séances, c'est de l'attraper au vol et d'essayer de le réengager dans le programme. Jusque-là, on était sur un système papier-crayon, un peu old school, si je veux dire. Aujourd'hui, avec la plateforme Apetera, l'idée, c'est de numériser tout ça. On va numériser la prescription d'activité physique, on va numériser tout le suivi et les éducateurs sportifs sur le terrain qui proposent leurs cours, ils pourront pointer et nous, on pourra réagir beaucoup plus facilement. Donc, c'est un outil, ça va être un outil fabuleux qui va nous aider dans le suivi de ces patients. Tout à fait, et qui permettra effectivement de crédibiliser si besoin était et d'avoir une prolongation de l'activité de l'association. Merci beaucoup Nicolas Guillet, on se retrouve sans doute pour des questions tout à l'heure. On va peut-être essayer de retrouver Lise Aricastre à Marcoussis, si elle est en ligne. Lise, nous entendez-vous ? Elle nous entend. Lise, on vous a retrouvé ? Oui, je suis là. Ouais. Désolée, mauvaise connexion. Non, c'est pas votre faute, c'est la technique quelquefois qui nous joue des tours. Donc on en était effectivement à la naissance de votre goût pour le sport. Alors je rappelle que vous parliez de votre vie à la campagne. Je rappelle que vous êtes gersoise, paloise, béarnaise d'adoption. On vous en veut pas, il n'y a pas de souci. Bienvenue en Béarn. Comment vous est venu ce goût pour le sport et pour le rugby en particulier ? Même si papa, joueur de rugby, a peut-être influencé un peu Lise ?
Pas du tout, mais alors pas du tout. J'ai une famille de rugbyman, mon oncle, mon père, mon grand-père, mais pas du tout. J'étais pas attirée par ça. Donc après, comme je disais, quand on était pitchoun, c'était du vélo, c'était aller à droite, à gauche, dans les champs, dans les forêts. Du sport, au final, on en faisait, de l'activité physique, on en faisait sans l'accrocher à la pratique sportive au final. Ouais. Et c'est vrai que le sport, ça a commencé à l'école, tout simplement. L'athlétisme, ce qu'on faisait, la balle ovale, du foot, du handball, voilà. Et puis après, progressivement, avec l'UNSS au collège. Et le rugby, ça m'est venu pour rigoler grâce à un prof de sport, Monsieur de Bons, et quelques copines. On s'est dit qu'on allait essayer le rugby, mais vraiment pour rigoler, parce que ça m'attirait pas plus que ça. Et il s'avère que j'étais pas mauvaise. Alors, ce que j'appelle pas mauvaise à l'époque, c'était juste prendre un ballon, courir et aplatir derrière la ligne. Je n'avais aucune prouesse technique. C'était pas inné. C'était juste que j'ai accroché. Peut-être que j'aurais accroché à un autre sport si j'avais essayé autre chose. Et il s'avère que non, le rugby arrivait dans ma vie comme ça, grâce à un prof de sport qui a accepté notre challenge et avec des copines avec qui on a pris énormément de plaisir. Et à la sortie du collège, je me suis promis d'aller dans un lycée où j'aurais un club féminin pas très loin. Et du coup, j'ai accroché, en est venu les cadettes, etc., des bons entraîneurs qui m'ont bien coaché, bien drivé, et surtout une maman qui m'a amenée, même si mon papa fait du rugby, c'est pas lui qui m'a amenée aux entraînements parce qu'il avait peur que je me fasse mal, non pas le stéréotype du rugby féminin, mais peur que je me fasse mal. Et donc, c'est grâce à ma mère que j'ai pu continuer toute cette route du Gers jusqu'à Pau pendant des années. Et voilà, au final, ça part d'un challenge pour rigoler au collège. Eh ben, Monsieur Debon, si vous nous entendez, merci beaucoup pour avoir eu, en tout cas, le flair de repérer vos compétences, Lise. Lise, vous avez joué, vous le précisiez à l'instant, vous avez rejoint Pau pour jouer sous les couleurs du rugby club de Lons, le rugby féminin, qui a été avec lequel vous avez été champion de France. Mais maintenant, vous jouez sous les couleurs du maillot tricolore, le 15 de rugby féminin. Comment ça s'organise, l'entraînement? Alors, on pourra peut-être préciser dans cette période-là, mais quand on joue un sport comme le rugby, au plus haut niveau comme le vôtre, ça ressemble à quoi l'entraînement de Lise Aricastre? Alors déjà, je précise qu'on ne quitte jamais les couleurs d'une équipe, d'un maillot. J'ai effectivement le bleu, blanc, rouge depuis 11 ans, mais aussi depuis 15 ans le rouge et blanc de mon club. Et on ne joue jamais sous un maillot. Même si certaines personnes font plusieurs clubs dans une vie, dans une carrière, on ne quitte jamais les maillots. Donc j'ai 2 équipes. Alors comment ça se passe? Comme l'a dit Jérémy, c'est beaucoup de concessions, c'est énormément de travail, de sacrifices, parce que je bénéficie depuis 3 ans avec plusieurs de mes coéquipières d'un contrat. Donc aujourd'hui, on est considéré comme semi-professionnel, c'est-à-dire que je travaille quand même à côté. Mais sinon, c'est des entraînements quotidiens au final, parce qu'il faut tenir un niveau, une performance. Bien sûr. Il faut tenir une santé physique et psychologique, voilà, parce que j'insiste vraiment sur les sacrifices. On vit énormément de belles choses, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de concessions. Alors, je peux dire que je suis le plus ou moins loin de ma famille, par exemple. C'est pas forcément loin, 1h30, mais c'est un sacrifice. Nous qui sommes très, très famille, très terroir. Bon, le Gers, le Béarn, c'est vrai qu'on est collés, on se rapproche, on a les mêmes valeurs. C'est pas loin. Mais c'est beaucoup de concessions. Voilà, c'est se lever le matin plutôt que d'autres, pas forcément prendre le temps de petit déjeuner avec quelqu'un le matin, c'est de suite aller à l'entraînement, ensuite enchaîner avec le boulot le matin, entre midi et 2, pas rentrer à la maison, c'est s'entraîner aussi à la muscu, l'après-midi aller travailler et le soir enchaîner avec un entraînement club. Voilà, et c'est tous les week-ends, si c'est pas avec le club, avec le 15 de France, on a des matchs. Voilà, c'est comment dire, ouais, c'est un entretien constant. Et si c'est pas du rugby qu'on fait, comme dit Jérémy, c'est notre sport principal, mais à côté on a beaucoup de musculation, de course à pied, de la course, course à pied, beaucoup sur terrain au final, parce que c'est vrai que l'appréhension du bitume ou une piste d'athlétisation ou un terrain de rugby, c'est pas la même chose. On n'a pas travaillé de la vitesse sur du bitume, c'est pas la même chose que travailler de la vitesse sur ça d'herbe avec de la boue, avec des crampons ou des chaussures légères. Voilà, c'est beaucoup d'entraînements divers. Et on a la chance en club des fois pendant les trêves par exemple de faire de la boxe, du cardio sur de la boxe, faire du vélo ou des randos. On a la chance d'être bien équipés chez nous pour les montagnes, donc
Voilà, c'est beaucoup de choses à côté, mais c'est vrai que c'est un niveau à tenir au quotidien. Au final. Je suppose que quand on pratique aussi intensément que vous pratiquez, on arrive à se connaître aussi, et c'est sans doute important pour savoir jusqu'à quel point on peut aller pour éviter la casse. Est-ce que ça, ce sont des choses que vous avez apprises, et comment vous arrivez à doser la pratique de votre entraînement pour rester en forme, mais sans aller jusqu'à la casse? Effectivement, c'est un des avantages d'avancer dans l'expérience, on va dire, parce qu'effectivement, 29 ans, c'est jeune, mais à mon poste au niveau du rugby, ça commence à dater, on va dire. Là, je suis plus bientôt pour la casse que... Mais enfin, pour la casse, non, je peux pas forcément dire ça, parce que justement, on a cette préparation en amont, on a cette image du rugby agressif, combatif, violent. Oui. Au final, oui, sur le terrain, c'est ça, mais... je vais être moins mâchée que mon père qui est sur une exploitation agricole toute la journée au final le soir, parce que je suis préparée pour ça. Et quand je parle de préparation quotidienne, c'est pas forcément des entraînements à haute intensité, c'est aussi beaucoup de récupération, une alimentation, une hydratation, super important. On a toujours une gourde à proximité avec de l'eau dedans, précise. De la récupération, voilà, des soins, de la balnéo, c'est très bête, hein, mais porter des vêtements de récup, de contention. Donc, c'est tout ça aussi, c'est prévenir la blessure. Effectivement, aujourd'hui, on a la chance aussi, avec le 15 de France et un club, d'avoir à disposition du matériel et des soignants, donc médecins, kinés, ostéopathes, chiropracteurs, etc., podologues, enfin voilà, on est poussé aujourd'hui dans le détail. Et on ne va plus jusqu'à la casse quand on sent que notre corps commence à fatiguer. Alors attention, il y a fatigue physique et psychologique aussi. On peut être en forme physique au plus haut niveau, mais quand on est fatigué, quand on n'a pas envie de s'entraîner, quand il y a un problème, il faut savoir dire stop. C'est pas parce que je ne fais pas rugby ce soir que je vais une mauvaise demain la semaine qui suit. Bien voilà, sûr, bien sûr. C'est tout un suivi. Donc on arrive à se juger, je pense. Mais c'est le problème, c'est le piège quand on est jeune. Il y a le problème du surentraînement. Jeune dans l'expérience. Si. Le problème du surentraînement, on va dire, et on se casse plus facilement. C'est les idées reçues. C'est pas plus. Non, je vais pas dire plus on est vieux, plus on se casse. Parce qu'au contraire, on connaît mieux son corps et on sait mieux se jauger au final. Alors, j'abordais la question de la diététique avec Jérémy Chardy. Vous êtes tous les deux du Sud-Ouest, donc c'est peut-être encore plus difficile quand on vient du Sud-Ouest. Comment on compose aussi vous avez une diététique particulière? Peut-être il y a des temps dans votre entraînement ou quand on est en compétition, il y a un programme alimentaire différent? Oui, alors je suis une très grande épicurienne. Et voilà, le Sud-Ouest, Jérémy l'a très bien dit, on est du Sud-Ouest, on a des habitudes alimentaires. Mais au final, je pense que c'est des bonnes habitudes parce que moi, je consomme énormément de produits de mon jardin, de mes parents, du produit local. Je fais très attention, j'ai une éthique animale très présente dans ma vie. Je ne mange pas énormément de viande au final et ça ne me pose pas de problème. Je n'ai aucune carence en protéines ou en fer comme... par rapport à beaucoup d'idées reçues. Mais on essaie de faire attention. Alors après, c'est moi, je suis à 1m65 et 84 kilos. Je suis pilier gauche. Je m'emporte très bien. Il faut pas... comment dire? Il faut faire attention à ce qu'on mange. Ça, c'est clair et net. C'est très important. Moi, je ne pourrais pas dire que j'ai une hygiène de vie. Pas une hygiène de vie. J'ai une très bonne hygiène de vie, mais des habitudes alimentaires, des fois, que oui, je devrais faire peut-être plus d'efforts, c'est clair et net. Et là, par exemple, on est on est entre nous, personne n'entend. non, mais on est en préparation Coupe du Monde, la Coupe du Monde dans un an. Donc, c'est vrai qu'on va faire plus d'efforts. Et on a aussi la chance, quand on est en rassemblement avec le 15 de France, c'est qu'on n'a pas nos repas à préparer. Et c'est très bête, hein, mais c'est une charge en moins. Donc, on arrive, on a plusieurs entrées, des crudités, des plats équilibrés, mais aussi savoureux, parce que c'est pas parce qu'on a un régime alimentaire. Un régime, c'est pas se priver, c'est manger des bonnes choses avec les quantités suffisantes et pas de trop. Donc oui, forcément, il faut toujours faire attention. Voilà, on vient du Sud-Ouest, donc on peut faire la fête très facilement. Au final, le confinement, ça nous a évité de faire les petites fêtes de cet été. Hein. Mais non, on fait attention. Maintenant, je ne peux pas dire que j'ai un régime alimentaire strict. Je ne peux pas dire ça, moi, mais on fait quand même très attention. Oui, c'est sûr que les apéros et les goûters hyper caloriques, on évite. Lise, quelles sont vos prochaines échéances? Je posais la même question à Jérémy. Donc là, vous parliez de la Coupe du Monde. Les prochains matchs, quels sont-ils? Alors, mes coéquipières jouent ce week-end contre les Anglaises. Donc, je ne suis pas dans le groupe. On est plusieurs à être revenus malheureusement du Covid. Donc, ça nous a quand même impacté au niveau de notre forme physique.
Donc, on ne pouvait pas prétendre postuler pour ce match-là. Ensuite, on a le tournoi à destination qui arrive au final, qui va normalement se jouer malgré le virus. Et après, on est au final sur des échéances à court terme parce que la Coupe du Monde, comme je le précisais, c'est dans un an. Mais un an, pour un sportif de haut niveau, c'est demain. Tout à On ne fait. peut pas préparer une Coupe du Monde 3 mois avant. Donc là, ce sont vraiment les prochaines échéances, 6 nations et la Coupe du Monde en octobre-novembre 2021. On suivra ça. Le chat est resté dans le Gers? Le chat est resté dans le Gers. Merci beaucoup, Lise. On se retrouve tout à l'heure avec des questions sans doute de nos spectateurs. Romain Volmer, on devrait le retrouver aussi. Il est en direct de Bayonne. Romain Volmer est un coach sportif et on va écouter comment il est devenu coach sportif. Romain Volmer. Oui, salut Véro, tu m'entends? Oui, Romain, je t'entends. On va se tutoyer ce soir, tiens. Et Clémence est là aussi. Parfait, super. Oui. Clémence qui est nutritionniste, diététicienne. On verra peut-être la différence avec elle. Bonsoir à tous les deux. Romain, comment es-tu devenu coach sportif? Comment as-tu choisi et pourquoi as-tu choisi de devenir coach sportif? À mes 15 ans, du coup, j'avais atteint un poids qui commençait à être très élevé. Donc, j'étais arrivé à plus de 130 kilos. Donc, grosse remise en question. Moi aussi, je fais du rugby, mais bon, à Lens aussi, comme Lise, mais en cadet, donc en jeune. Donc, suite à de nombreuses blessures à répétition, donc c'était beaucoup d'entorses, beaucoup de fractures au niveau des chevilles, donc dû au surpoids. Donc, forcément, quand on a du surpoids, les articulations, elles ramassent plutôt beaucoup. Donc, suite à une dernière blessure, là, j'ai vraiment décidé de me remettre en question et essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour éviter de continuer à se blesser, parce que je ne me voyais pas à 40 ans avec de l'arthrose au niveau des chevilles, à marcher en béquille. Je ne me voyais pas du tout continuer dans cette voie-là. Donc, j'ai décidé de faire à l'époque appel à mon oncle, donc, qui était préparateur physique. Donc, il m'a suivi pendant... C'est courageux comme décision à 15 ans, parce que ce n'est pas facile à 15 ans de prendre une décision comme celle-là. Mais j'avais mes parents qui étaient derrière moi aussi, donc ils m'ont aussi motivé, ils m'ont aussi soutenu, donc c'est quand même une décision importante. Eux, ils ne comprenaient pas forcément le pourquoi de ce que je voulais. Donc, pour moi, c'était clair dans ma tête. Je ne voulais pas rester à ce poids-là et je voulais le faire tant que j'étais jeune parce que plus on est jeune, plus c'est facile, on se dépense au quotidien. Donc, j'ai commencé réellement tout ce qui est renforcement musculaire, fitness à partir autour des 15-16 ans, donc quand j'étais en première au lycée. Et le poids, il a commencé à tomber au fur et à mesure. Donc, forcément, il y a des phases de stagnation. Donc là, il ne faut pas lâcher, il faut continuer il ne faut pas relâcher les efforts quand tu aimes le sport, la nutrition. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la plupart du résultat se fait dans l'assiette et pas forcément en sport. Et après, du coup, arrivé à mes 23 ans, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Donc, j'ai décidé de me mettre dans le métier du fitness. Et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai ouvert ma propre structure à Pau de coaching perso où on accueille que 5 personnes par heure, justement pour rester dans cette dynamique-là, d'être accompagné et de ne pas être laissé tout seul. Alors justement, à qui s'adressent les programmes de coaching sportif que tu proposes? Est-ce qu'il faut déjà avoir une base ou est-ce que n'importe quelle personne qui se dit il faudrait quand même que je bouge justement, c'est le thème de notre soirée, bouger pour votre santé. Est-ce que tu peux prendre les gens vraiment aux débutants? On a tout âge, on a des personnes de 14 à plus de 70 ans. Donc, c'est un peu l'avantage d'être en petit groupe. Ça permet vraiment de s'adapter à chaque personne. Généralement, je suis soit tout seul ou soit on est deux avec un autre collègue. Donc, ça nous permet vraiment d'être derrière chaque personne, de pouvoir vérifier tous les mouvements. Pour un novice, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver dans une salle de sport. Généralement, on a un peu cette appréhension d'arriver et de faire mal les mouvements, d'être regardé. Bien sûr, et on peut faire mal les mouvements. Ouais, c'est ça, même pour des personnes en surpoids, on va peut-être avoir peur du regard des autres. Donc, l'avantage d'être en petit groupe, ça peut être la force de la structure aujourd'hui, c'est ça, c'est de pouvoir ne pas se soucier du regard des autres et de vraiment travailler et avancer à son rythme. Alors, tu as déjà évoqué dans ton intervention l'importance de la diététique, donc je vais me tourner vers Clémence, qui est donc la nutritionniste diététicienne de la soirée. Vous avez vu qu'on a abordé cette question avec chacun de nos invités précédents, en tout cas Lise et Jérémy. Pourquoi as-tu choisi de devenir diététicienne nutritionniste, Clémence ? Alors du coup, moi c'est un petit peu le même parcours que Romain, c'était pendant l'adolescence, donc on a découvert un problème de santé, donc l'hypothyroïdie, où là je pouvais faire ce que je voulais mais je prenais du poids et du coup bien sûr comme l'a dit Romain, à notre âge il y a les moqueries, les insultes, du coup tout le parcours scolaire. Pareil, à un de mes anniversaires, je demande en cadeau à mes parents une consultation chez une diététicienne. Pareil, ils n'ont pas compris. Pour eux, malgré notre poids, on est toujours très beau, très mignon quand on est petit. Mais ils ne voient pas le mal que nous, on peut ressentir en tout cas.
Donc là, je suis allée la voir une fois, deux fois. Et puis après, j'ai arrêté, j'ai essayé de me débrouiller toute seule. Puis je me suis dit, donc j'y suis arrivée, c'était dur, comme l'a dit Romain, il y a des efforts. On a envie de baisser les bras par moment, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et en tout cas, là, aujourd'hui, je suis fière d'avoir dit que j'ai pu perdre mon poids, mais aussi dire que j'ai fait ce métier et pour prouver à mon tour, du coup, que quand on veut, on peut y arriver. C'est ce que je souhaite montrer, du coup, à tous les patients. Mais bien sûr, il n'y a pas que le surpoids dans mon métier, principalement. Alors justement, tous les deux, vous oscillez entre le sport et la pratique et l'équilibre alimentaire. Comment on dose? Est-ce que les deux sont incompatibles ou est-ce qu'on peut seulement faire du sport et ne pas tenir compte de son programme alimentaire et vice-versa, ou les deux ensemble, c'est quand même mieux? Ouais, les deux ensemble, c'est mieux. En fait, 80%, je dirais, c'est dans l'assiette parce qu'on peut faire de l'activité physique, mais si on n'a pas l'alimentation à côté, aussi bien pour la perte de poids, ça ne fonctionnera pas, mais aussi pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Par exemple, moi, j'ai tout ce qui est diabète, cholestérol dans ma patientèle. On voit bien qu'avec l'activité physique, ça permet de réguler le taux de sucre dans le sang, Bien sûr. limiter le cholestérol aussi, favoriser le bon et prévenir aussi des maladies cardiovasculaires. Donc pour moi, tout va ensemble, que ça soit pour le sport en compétition, pour notre vie de tous les jours, pour les personnes en surpoids. Pour moi, tous les deux vont ensemble. L'activité physique, ça va favoriser une perte de poids plus progressive et forcément dessiner la silhouette. Mais du coup, 80% pour moi, c'est dans l'assiette principalement. De toute façon, je pense que Lise et Jérémy pourront le dire. Hein, si on n'a pas ils vont pas avoir les mêmes besoins à apport calorique qu'une personne lambda. Déjà même eux pour éviter tout ce qui est blessure, pour leur objectif physique, parce que forcément avec toute l'activité qu'ils ont, ils ont besoin de récupérer. Donc je pense que c'est vraiment important aujourd'hui aussi d'être suivi, que ça soit sportif de haut niveau. On parle souvent de perte de poids, mais un nutritionniste, il peut très bien suivre aussi des sportifs de haut niveau pour les accompagner et les aider à progresser dans leur sport. Bien sûr, bien sûr. Et une alimentation basée principalement sur les protéines, Clémence, je parle sous votre contrôle, elle est aussi bénéfique pour la pratique du sport. Ouais, totalement. Quand on pratique de l'activité physique, du coup, on a la mention des glucides pour la récupération aussi et surtout pour l'énergie. Mais les protéines qui sont hyper importantes, du coup, pour bien nourrir le muscle après une activité physique et surtout la récupération. Alors, je le disais tout à l'heure, un cabinet pour Clémence, une salle de sport, le studio Fitform à Pau pour Romain, mais vous êtes aussi très très présent sur les réseaux sociaux. On peut faire du coaching sportif et de l'accompagnement diététique sur les réseaux sociaux. Racontez-nous comment est née la plateforme et les pages Facebook, comment vous discutez, vous dialoguez avec les gens qui sont en contact avec vous. Alors moi, je trouve qu'aujourd'hui, le coaching sportif, c'est bien en ligne, mais c'est plus compliqué du coup parce que moi, je sais que dans nos clients, dans nos patients, on a beaucoup de personnes qui réalisent pas forcément du sport au quotidien. Donc, élaborer des programmes pour des personnes novices, pour moi, c'est prendre aussi un risque parce qu'elles peuvent se blesser si on n'est pas là pour les corriger. Côté diététique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bien parce qu'on peut les accompagner, on n'est pas forcément obligé d'être derrière eux, même si pour eux, il faudrait être derrière eux assez régulièrement. D'ailleurs, c'est pour ça, nous, tous nos patients, tous nos clients, on organise des lives assez régulièrement avec eux pour essayer de les remotiver, pour essayer de répondre un peu à toutes leurs questions. Et comme ça, les questions aussi et les réponses peuvent bénéficier à tous les autres. Et aujourd'hui, ils sont là pour progresser. On a de beaux résultats qui prouvent que la distance, ça permet quand même de réussir et qu'on n'est pas forcément obligé d'être en local. Et dans ce cas-là aussi, Lise parlait tout à l'heure de l'importance du collectif. Chez vous, c'est pareil, il y a une communauté qui s'est créée de gens qui pratiquent votre programme de rééquilibre alimentaire. Vous n'aimez pas le terme de régime, hein, ni l'un ni l'autre. Et c'est bien cette communauté. Les gens se donnent des conseils, réagissent, interagissent. Là, les réseaux sociaux trouvent vraiment leur place pour favoriser ce genre de relations. Oui, après, c'est important parce que du coup, il y en a qui ont peur aussi. On voit tellement de choses sur Internet qui ont peur de franchir le pas. Et le fait d'avoir des gens, en fait, de faire ce groupe de soutien entre eux, se prouve les uns aux autres qu'ils peuvent réussir, que ça marche. Nous, au niveau des tarifs, c'est vrai qu'on essaie de faire quelque chose de très abordable. Le but, c'est de les aider et pas forcément, du coup, qu'ils payent un prix fort comme certains peuvent le faire. Là, c'est vraiment les aider, le groupe d'entraide, les lives, du coup, pour répondre à leurs questions. Et surtout, en fait, le but, c'est comme moi au cabinet ou encore Romain à sa salle,
c'est qu'ils se sentent accompagnés et surtout pas seuls. Une fois le programme acheté, il faut qu'ils se sentent accompagnés. Je rappelle le nom, Clémence et Romain, la plateforme. Merci à tous les deux. On se retrouve sans doute dans quelques instants pour des questions. Je rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez envoyer vos questions, le 06 44 63 07 14. Nous avons déjà quelques-unes de ces questions. Donc, la première s'adresse peut-être à la fois à Lise et Jérémy. D'où leur vient l'énergie qui leur permet de jouer quotidiennement? Qui veut répondre, Lise Haricastre ou Jérémy Chardy? Honneur à Lise. Merci Jérémy, bravo la galanterie. Où est-ce qu'on trouve, est-ce qu'on a toujours envie, Lise, d'aller jouer, d'aller s'entraîner On n'a pas toujours envie, faut se le dire. En plus, moi, j'ai choisi un sport d'extérieur. C'est ça. Sous la pluie, dans la boue, en plein hiver, quand il fait très froid, en toute honnêteté, on n'a pas toujours envie. Et à contrario aussi, quand il fait 35 degrés, bon, on n'a pas toujours envie, mais comme tout, on n'a pas toujours envie d'aller travailler, on n'a pas toujours envie de faire sa lessive, on n'a pas toujours envie de faire certaines choses, et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est propre à l'humain. Après, c'est une motivation parce que c'est une passion, et qu'on vit tellement de belles choses, et que de travailler dans le dur ou pas dans le dur, ça apporte tellement derrière que l'envie quotidienne, au final, ça peut pas. Enfin, elle est là, elle est tout le temps là, mais quotidienne, je peux pas dire bon, tous les jours j'ai envie de m'entraîner. Par contre, tous les jours, ça m'arrive de me dire très très souvent, par contre, j'ai envie de participer et de gagner à la prochaine Coupe du Monde. Donc je pense que dès qu'on a des objectifs, on a envie de s'y donner, et je parle pas que dans le sport, je parle d'objectifs personnels, d'objectifs professionnels, sportifs. Voilà, du moment où on a un objectif, c'est une source de motivation, je pense, quotidienne. Et vous, Jérémy, l'envie tous les jours de prendre la raquette, d'aller de taper dans des balles? Mais comme elle a dit, je pense qu'on a une chance, c'est que déjà c'est notre passion, donc c'est quand même ça, une grosse chance. Après, l'envie, c'est comme tout, c'est difficile d'avoir tous les jours envie, surtout quand tu es fatigué, quand tu t'entraînes dur et que le lendemain tu sais que la journée va être encore difficile, mais comme elle a dit, je pense que le plus important, c'est d'avoir un objectif. Quel que soit son niveau, il faut avoir un objectif précis. Et quand tu vas à l'entraînement, tu as cet objectif en tête. Et puis, quand tu arrives à atteindre tes objectifs, tu as tellement d'émotions et de bonheur quand tu atteins un objectif que ça te donne envie de continuer et de t'entraîner encore plus dur. Une question qui est pour vous deux aussi. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes aujourd'hui, donc j'imagine pour prendre le départ d'une carrière sportive, trouver peut-être l'envie? En fait, vous venez un peu en partie d'y répondre, et je vais la joindre à la question suivante. Le sport est une école de la vie, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Que vous apportez le sport dans votre vie, à part la passion et l'exercice physique? Mais est-ce que vous parliez, Lise, aussi du lien avec les autres? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie, dans vos vies respectives? Personnellement, un épanouissement social énorme. J'étais une jeune fille dans les jupons de maman, très timide. Ça m'a permis. On a du mal à l'imaginer, là, Lise. Si, vraiment, très timide. Et ça m'a permis de voyager déjà, de rencontrer différentes cultures, sociétés, d'autres personnes. Il y a des filles en équipe de France avec qui j'aurais peut-être jamais noué des liens, parce qu'on ne vient pas du même milieu au final. C'est le rugby qui nous a rapprochés. Donc, ça a apporté tout ça. Et puis après, c'est du plaisir. Je pense qu'avant tout, aujourd'hui, c'est mon métier. Mais au final, ça fait 3 ans que c'est mon métier. Ça fait 15 ans que je fais du rugby. Et ça fait 3 ans que je suis semi-professionnelle, même si je travaille à côté. C'est mon métier. Mais avant tout, c'est du plaisir. Il ne faut pas faire quelque chose si c'est une contrainte. Donc, je pense que c'est le plus important au final. C'est le plaisir et ce lien qu'on... Cette phrase, elle est bateau au rugby. Je parle du rugby parce que c'est mon sport, mais je pense que c'est dans beaucoup d'autres sports, qu'ils soient collectifs ou individuels. Sur le rugby, c'est des copines ou des copains avec un ballon. Et quand il n'y a plus de ballon, il y a quand même les copains et les copines. Et c'est vrai que c'est bateau de dire ça, mais c'est toujours ça. Et même dans les sports individuels, on a toujours des gens qui nous accompagnent, avec qui on est. Et je ne peux pas parler au nom de tous ces autres sportifs, mais en tout cas, c'est du plaisir et une sociabilisation avec les autres personnes. Au final, on s'ouvre totalement au monde. Moi, je pense que je suis quelqu'un de très ouverte aujourd'hui grâce au rugby et à toutes ces personnes que j'ai rencontrées.
Jérémy, j'avais une question pour vous. C'est un Palois manifestement qui vous la pose, qui dit: avons-nous des chances de voir le tournoi Open Terrega en février 21? Oui, c'est sûr qu'on le verra, le tournoi l'année prochaine. Bonne nouvelle. Je sais que c'est compliqué, comme tout le monde le sait, avec le virus. Donc, on attend, on va faire un point à la fin du mois de décembre. Mais quoi qu'il arrive, le tournoi aura lieu, que ce soit en février ou plus tard dans l'année, mais il sera là. Bon, on aura donc la chance de vous voir à Pau, au Palais des Sports. Voilà, exactement. Super. C'est peut-être une question pour Nicolas à Biarritz. Peut-on commencer à faire du sport, et Romain également d'ailleurs, peut-on commencer à faire du sport après 50 ans? Je ne me vois pas courir le long de la grande plage, ça doit être un biarrot. Que puis-je faire? Nicolas, vous avez des conseils à donner à cette personne? Il n'y a pas d'âge pour commencer. Et en plus, les effets positifs sont marginalement supérieurs pour quelqu'un qui commencerait tard et qui n'aurait jamais fait d'activité physique. Donc vraiment, il n'y a pas d'âge. Non, mais cette dame, je crois que c'est une dame, c'est ça, elle se sent, comme beaucoup, elle se dit, bon, l'activité physique, elle résume l'activité physique à du sport, aller courir sur la grande plage. Il y a plein d'autres choses. Il faut y aller progressivement. Il faut qu'elle se fasse accompagner. Il faut qu'elle se fasse conseiller. Elle a peut-être pas besoin d'une ordonnance médicale. Hein, c'est pas le cas de tout le monde. Elle peut appeler Côte Basque Sport Santé. Nous, on se fera un plaisir de lui proposer des activités gratuitement et progressives pour qu'elle puisse reprendre l'activité. Mais bon, si déjà elle est motivée et elle entame les démarches, c'est très positif. Romain, le coach sportif, on peut faire des programmes comme les vôtres. On peut les commencer à 50 ans? Ah, tout à fait. On a même, comme je disais tout à l'heure, on a même des personnes de 70 ans qui font de l'activité physique dans notre structure-là et qui se sentent bien et qui ont même des fois des meilleures performances que des petits jeunes de 20 à 25 ans. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour commencer le sport. Et comme il peut dire juste avant, ça peut être que bénéfique et c'est que du plus. Déjà, ça va permettre, on peut travailler tout ce qui est équilibre parce qu'on sait très bien qu'à partir d'un certain âge, on perd l'équilibre. Donc, juste le fait de travailler les réflexes, l'équilibre, dans les gestes du quotidien, ça peut être intéressant. Romain, je reste avec vous. Est-ce que Studio Fitform, on pourrait se voir développer dans une autre ville ou s'agrandir pour pouvoir apporter vos conseils à un plus grand nombre de personnes? Ben, ce serait peut-être un peu le projet avec Clémence, vu que Clémence elle a déjà son cabinet aussi sur la côte basque, de pouvoir ouvrir un petit complexe avec du coup son cabinet diététique, peut-être une cuisine pour pouvoir faire des cours de cuisine aussi, pour apprendre aux gens de cuisiner. On a pas mal de projets, mais on va laisser d'abord passer ce Covid, voir un peu comment ça évolue, parce que je pense que c'est pas le moment d'investir et de se lancer dans des projets comme ça. Une dernière question peut-être pour Lise et Jérémy. On dit souvent, seule la victoire est belle. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Bien sûr que la victoire, elle est belle. On préfère gagner que perdre. Tout compétiteur ou compétitrice ne pourra pas dire l'inverse. Mais on apprend aussi beaucoup dans les défaites. On ne peut pas se noyer dans une défaite. Il faut toujours en sortir quelque chose de positif et travailler sur ça. Voilà, une défaite, on va devoir analyser ce qui n'allait pas, mais on va aussi analyser ce qui va. Et également pour une victoire, il y a toujours des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Bien entendu que la victoire est plus savoureuse qu'une défaite, mais c'est aussi de là-dedans qu'on resserre les rangs, qu'on resserre les liens. Donc, les deux sont importants, mais bien entendu que moi, je préfère gagner que perdre. Et je pense que tout sportif qui, dans une compétition, au final, on veut tous gagner et participer, c'est beau, mais on veut gagner. Personnellement, je suis à 2 Coupes du Monde. J'ai fini sur ces 2 troisièmes. Là, c'est la 3e et la dernière Coupe du Monde que je vise et je vais être championne du monde. Voilà, la 3e place, c'est fini, ça. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il faut gagner. Avec le mental que vous avez, vous serez championne du monde. J'ai envie de dire, la victoire est belle. Vous avez le plaisir de la partager en équipe. Mais Jérémy, même question pour vous. Quand vous gagnez, la victoire, elle vous appartient à vous seul pour le coup. Et les défaites, j'imagine, on s'en veut. Enfin, on est le seul aussi à porter le poids de la défaite. Oui, c'est sûr. Il n'y a rien de plus beau que la victoire. Et ce qui est bien aussi dans le sport, c'est que
je pense qu'on préfère tous gagner même en ayant mal joué. Ouais. que à l'entraînement, on a envie de bien jouer, mais en match, il n'y a quand même que le résultat qui compte. Avec tous les efforts que tu fais, il n'y a que la victoire qui t'apporte vraiment du bonheur. Après, elle a bien résumé la situation. On apprend beaucoup dans les défaites aussi. C'est grâce aux défaites on devient plus performant, on améliore notre niveau de jeu, on apprend beaucoup sur soi-même, sur son jeu. Mais ça, c'est ce qu'on dit. Mais au fond, quand on perd, on est défait, on est dans sa chambre le soir et on est malheureux, on a envie de tout casser, et on a envie de repartir en entraînement. Et quand on gagne, l'émotion après une victoire, elle est tellement belle que voilà, ça n'a pas de prix. Nicolas et Romain, quel sport on peut pratiquer pendant ce temps de confinement si compliqué et lourd à porter? Les salles sont fermées, mais quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent pour pratiquer quand même un peu de sport, soit dans le rayon d'1 kilomètre ou bien chez soi? Alors, je pense déjà, on a quand même pas mal de beau temps en ce moment. On a quand même la possibilité de marcher dans les 1 km autour de chez soi. Donc, je pense que c'est quand même un point positif. Comme au premier confinement, au final, on avait quand même le droit de sortir et un peu marcher à l'extérieur. Et on a quand même encore, comme le premier confinement, du beau temps. Donc, je pense qu'il faut en profiter. Après, on peut faire toujours des exercices chez soi. Aujourd'hui, on a quand même une multitude de possibilités. On a pas mal de lives sur Internet, des lives gratuits sur YouTube. Nous, on essaye de proposer aussi des séances en vidéo. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ouais, des programmes aussi en vidéo. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et je pense que si on est vraiment motivé et qu'on souhaite continuer à avoir une activité, on peut continuer à avoir une activité. On ne peut pas se trouver d'excuses. Nicolas, comment ça se passe pour les... Oui, pour ceux qui le peuvent, le jogging, le running, c'est vrai qu'un kilomètre autour du quartier, il y a des choses à faire. 1 heure, c'est déjà admirable si on arrive à courir 1 heure. Pour certains, pour qui ça paraît difficile, la marche, avec, je le disais, l'objectif des 10 000 pas. 70% des Français les font pas. Vous avez des petites applis qui vous permettent de compter le nombre de pas que vous faites quotidiennement. Si vous démarrez à 2000, c'est pas grave. L'idée, c'est que demain, vous serez à 3, 4000, 5000 et essayez de faire le maximum. Et voyez cette progression, vous en sortirez vraiment satisfait, ça va vous motiver. Donc ça, c'est pour tout ce qui est aspect cardio. Et puis, vous pouvez, chez vous, et comme les autres interlocuteurs l'ont dit, vous pouvez absolument, avec des petits programmes ou en autonomie, si vous êtes capable, faire du renforcement musculaire, des mouvements simples ou simplement du stretching, de l'équilibre. Enfin, il y a des choses. Après, c'est vrai que seul, et sans autorité ou sans conseil, quelquefois, c'est difficile pour certains. Pour se motiver, voilà, ça, on peut le comprendre. Donc, si en plus vous arrivez, si vous n'êtes pas seul à votre domicile, essayez de jouer. Alors, les parents qui ont des enfants, par exemple, c'est un fabuleux moyen de mobiliser des enfants et Dieu sait qu'ils en ont besoin parce que beaucoup d'écrans, on l'avait vu lors du premier confinement, 70% d'augmentation chez les adolescents des écrans. Tout à fait. Donc, si vous êtes en famille, faites-le avec vos enfants, ce sera bénéfique pour tout le monde, ce sera plus marrant et ce sera plus motivant. Nicolas, vous évoquiez ce point-là tout à l'heure lorsque vous parliez des activités de l'association Côte Basque Sport Santé que vous dirigez. L'impact psychique de la pratique du sport. Aujourd'hui, vous avez du recul puisque ça fait 10 ans que vous pratiquez ce genre de choses. C'est vraiment avéré aujourd'hui l'impact psychique sur ceux qui pratiquent le sport. Je ne parle pas des professionnels, mais de chacun d'entre nous. Oui, absolument, ça s'explique biologiquement. Alors, je suis pas médecin, mais en fait, faire de l'activité physique, ça libère des endorphines qui vous procurent un bien-être qui est quasi immédiat. Honnêtement, il n'y a pas besoin de sportif de haut niveau pour le sentir. J'invite ceux qui en doutent à essayer de marcher, de faire un peu de randonnée, tout ça. Vous verrez le sentiment de satisfaction qu'on a quand on fait ce type d'exercice. Nous là, ce qui a été très révélateur quand on a lancé ces programmes de sport sur ordonnance, c'est la forte propension de bénéficiaires en fait qui étaient touchés par les maladies psychiatriques. On a été très surpris, beaucoup de médecins généralistes. Alors ça fait peur, maladies psychiatriques, mais il n'y a pas que des schizophrènes et tout ça. On peut penser à la dépression. C'est ça, on tout est à quand fait. même en France, on est de grands consommateurs d'antidépresseurs. En Europe, je crois qu'on est toujours dans le haut du panier, malheureusement. Et l'activité physique, vraiment un outil indispensable qui a fait ses preuves. Donc, il y a beaucoup de médecins généralistes qui spontanément se sont dit, tiens, pourquoi pas aider ce patient. Donc, ils sont surreprésentés parmi les 1250 bénéficiaires qu'on accompagne ces gens-là et les résultats sont vraiment encourageants. On a aussi des gens qui souffraient d'addiction et tout ça. Donc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un transfert de ces addictions sur le sport. Mais dans tous les cas,
si c'est une addiction, le sport pour certains, elle reste quand même plutôt bénéfique. Donc voilà, il faut les encourager et les bienfaits psychologiques, on les sent immédiatement. Nicolas, il semblerait que la ville de Pau soit intéressée par l'activité, ce que vous faites à Biarritz. On pourrait voir un jour le développement de votre association ou en tout cas un partenariat avec la ville de Pau? Oui, c'est en cours d'élaboration. Ça fait 10 ans que Pau suit avec intérêt ce qui est monté sur la côte basque. Alors, je peux vous apprendre les spécificités de notre région. Entre le Béarn et la côte basque, il y a une petite compétition. C'est un euphémisme. Donc, par nature, ce qui est fait sur la côte basque n'est pas transposable à Pau. Mais cette frontière arbitraire est en train de s'effacer. Il y a une vraie volonté politique à Pau de développer. Il y a aussi, comme je l'ai dit, une impulsion nationale maintenant avec les maisons sport santé. Donc, Pau va mettre en place des dispositifs de sport sur ordonnance, des journées de promotion de l'activité physique, va engager aussi des dispositifs dans les écoles pour les jeunes adolescents en surpoids. Donc, il y a une série d'actions et de dispositifs qui vont être mis en place en 2021. Thomas Guyonnet, je ne sais pas si Thomas est toujours en ligne. Thomas, je pense qu'à écouter nos invités, vous voilà plein de bonnes résolutions sur la pratique du sport, la diététique. Vous n'attendiez que cette conférence pour vous y remettre. C'est en effet, c'est très réjouissant, mais c'est aussi très engageant, hein, en se disant, voilà, il y a beaucoup d'exemplarité à suivre. Non, honnêtement, c'est plus sérieusement, enfin, honnêtement, j'ai vraiment apprécié ces échanges-là. Manifestement, comme tu le rappelais, Véronique, ça fut le cas aussi des gens qui ont participé. Et ça ne me surprend pas parce que dans le contexte qu'on est en train de traverser, j'ai ressenti beaucoup d'enthousiasme, de volonté quelque part de se bouger. Hein, c'était un petit peu le terme et le concept de cette webconf aussi et de la semaine du sociétariat. Donc, merci vraiment à tous nos invités pour ces partages enthousiasmants. Voilà, c'est un ressenti, à mon avis, qui a même pu traverser la distance et les écrans. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Lisa Ricastre, Jérémy Chardy, Romain Volmer, Clément Salo et Nicolas Guillet. Merci Thomas Guyonnet d'avoir été présent à cette webconf semaine du sociétariat Bougez et pour votre santé. On vous souhaite une très très bonne soirée, c'est peut-être l'heure de l'apéro, mais n'oubliez pas le sport et on se retrouve prochainement pour une autre webconf sociétaire. Merci et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.